Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Je ne suis pas et ne serai pas un homme de gauche. Après ses précautions d'usage, François Bayrou a annoncé son choix. Il votera personnellement pour François Hollande. Pas de consigne de vote général donc, mais un violent réquisitoire contre la campagne d'entre-deux tours de Nicolas Sarkozy. François Hollande salue ce soir un choix d'indépendance qui n'a pas été négocié. Au lendemain du débat, les deux candidats se sont livrés un duel à distance. Depuis Toulon, Nicolas Sarkozy accuse la gauche d'avoir abîmé la République, place du Capitole à Toulouse. François Hollande brocarde le président de l'échec. Et en attendant le scrutin de dimanche, cette question ce soir. Qui a marqué le plus de points hier soir lors du face-à-face? Selon notre sondage IFOP pour Public Sénat, Europe 1 et Paris Match, le plus convaincant a été François Hollande. Tous les détails de notre sondage dans un instant. Et invité politique du 22h ce soir, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Et puis comme chaque jour, notre série Route de campagne. Nous sommes ce soir dans le département des Hauts-de-Seine, dans la ville d'Antony, où le bras de fer entre les deux candidats a été très serré. Au premier tour, à 2 jours du scrutin, Pierre Bonde-Joseph est allé à la rencontre des militants. On le retrouve tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est une vraie rupture. En choisissant de voter à titre personnel pour François Hollande, François Bayrou abandonne sa position à équidistance entre la droite et la gauche. Le président du MoDem ne donne pas de consigne générale de vote à ses 3 millions d'électeurs du premier tour, mais en dressant un sévère réquisitoire contre la campagne d'entre-deux tours de Nicolas Sarkozy, il fait clairement pencher la balance à gauche. Le Premier ministre François Fillon estime ce soir qu'il s'agit de l'avis d'un homme seul. François Hollande salue quant à lui un choix d'indépendance qui n'a pas été négocié. Tous les détails avec Joachim Robb. Coup de tonnerre dans le ciel changeant du centre. Après 10 jours de silence, François Bayrou met fin au suspense. Le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. François Bayrou l'avait annoncé, cette fois il prendrait ses responsabilités, pas question de voter blanc, mais impossible pour lui de soutenir le président candidat. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs. Révolution au MoDem, jusque-là plutôt ancré au centre droit et qui met désormais la barre à gauche, mais sans donner de consigne de vote. La question n'est pas de donner des consignes. Les électeurs sont libres, ils feront leur choix dans l'isoloir, ils mûriront eux aussi leurs réflexions. Les dirigeants du MoDem, eux, ont déjà choisi. Ils excluent de participer à un gouvernement socialiste, mais envisagent d'autres alliances. Nous ne sommes pas dans une logique qui consiste à vouloir intégrer une majorité présidentielle. C'est pas cela. Nous voulons, par le geste qui est posé ce soir, dire que c'est un premier pas vers une union nationale, vers un rassemblement le plus large possible. En clair, le MoDem pourrait passer des accords avec le PS aux législatives, un bouleversement historique de l'échiquier politique. Et pas de temps mort pour les deux candidats. Au lendemain du débat qui les a opposés, François Hollande et Nicolas Sarkozy se sont affrontés par meeting interposé. Le président candidat, depuis Toulon, accuse la gauche d'avoir abîmé la République et il appelle au sursaut républicain. Mounir Soussi. Comme un artiste qui a du mal à quitter, il s'est offert un rappel. À la fin de son long, face à une salle surchauffée, il reprend le micro pour remercier une dernière fois ses troupes. Nous représentons ensemble une telle force. Nous sommes indécourageables. Au lendemain d'un débat tendu avec François Hollande, Nicolas Sarkozy a poursuivi l'échange à distance, mettant en garde contre la folie présumée du projet de son adversaire socialiste. C'est toujours pareil avec les socialistes, ils font des promesses à tout le monde. Les lendemains vont chanter. Dans les années 80, il a fallu 2 ans pour que la situation devienne intenable. Aujourd'hui, il faudrait 2 jours. 2 jours d'illusion pour des années de souffrance. Dans le Var, Nicolas Sarkozy lance son appel de Toulon pour un sursaut républicain. Toulon, une ville symbolique pour le Front National où le président candidat s'adresse particulièrement aux Harkis, aux Arméniens et aux rapatriés d'Algérie. Et que personne ne peut reprocher à ce grand peuple et à ce grand pays d'avoir voulu l'indépendance. Personne. Mais qu'il y a aussi des histoires familiales personnelles. Et quand l'histoire collective vient briser l'histoire familiale, c'était le devoir de la République française d'aider davantage ceux qui étaient brisés dans leur famille par l'histoire collective. Voilà ce que je pense au fond de mon cœur.
À 3 jours du second tour, Nicolas Sarkozy dramatise l'enjeu en parlant de choix historiques pour la France et demande à ses partisans de faire mentir les sondages et les observateurs qui donnent toujours vainqueur François Hollande le 6 mai prochain. Et de leur côté, les partisans et militants de gauche ont investi tout à l'heure la place du Capitole pour suivre le dernier grand meeting de François Hollande à Toulouse devant une foule compacte et de nombreux représentants du parti. Le candidat socialiste a appelé au plus large rassemblement possible, sans oublier de brocarder son adversaire, le qualifiant de président de l'échec. François Hollande a également insisté sur sa volonté d'effacer le douloureux souvenir du 21 avril 2002. On l'écoute. Si nous l'emportons, et nous l'emporterons le 6 mai. Je veux que ça efface le souvenir cruel du 21 avril 2002 et que nous écrivions enfin la page que nous aurions dû d'ailleurs déjà ouvrir cette année-là. Et au lendemain du débat d'entre-deux tours suivi par plus de 17 millions de Français, qui, selon vous, a remporté le match? Qui a marqué le plus de points? Chacun d'entre vous s'est sans doute fait sa propre idée. Alors voici le résultat de notre sondage IFOP pour Public Sénat, Europe 1 et Paris Match. Le plus convaincant hier soir a été François Hollande. 42% des personnes interrogées ont estimé, indépendamment de leur vote de dimanche, que le candidat socialiste avait réalisé une meilleure prestation que Nicolas Sarkozy, qui récolte quant à lui 34% des réponses. À noter que 17% des sondés décrètent un match nul pour hier. Et puis la question du 22h avec notre partenaire, le Figaro.fr. La voici, ce débat a-t-il modifié votre vote? On voit les réponses ensemble. Vous répondez majoritairement non à 87%, oui pour 10% d'entre vous, avec plus de 1200 votants. Le débat donc d'entre-deux tours n'a pas, semble-t-il, modifié les intentions de vote. Il représente néanmoins un point fort de l'entre-deux tours et bien sûr un rituel républicain. Question économique, sujet de société, style de présidence, dossiers internationaux. Les deux candidats ont livré une bataille à couteau tiré hier, très technique et très tendue également. Retour sur un débat de près de 3 heures avec Fabrice Quinet. Vous avez nommé partout vos proches. Puis-je terminer? Et c'est ce que les Français savent parfaitement, y compris pour la magistrature. Et c'est une calomnie. Vous êtes un toujours les mêmes petit mots, mais calomniateur en disant ça. Ce débat, son originalité, c'est qu'il est à la fois le plus technique de tous ceux auxquels on est assisté depuis 1974 et en même temps le plus teigneux. Et que si on est à la fois technique et teigneux, ça veut dire qu'on est obligé de récuser les exemples, les sources et les statistiques de son adversaire. C'est quand même assez étrange quand même. Non, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette obsession du mensonge? Parce que celui qui dit, c'est celui qu'il est, disent les enfants aussi. Donc il faut faire attention à ce genre de trucs. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la... J'étais assez étonné, surpris que Nicolas Sarkozy ne réagisse pas plus au milieu et ne lui dise pas à un moment « Attendez, vous n'êtes pas élu, les Français n'ont pas encore voté, enfin, attendez quand même 48 heures ou un petit peu plus. » Parce qu'on a eu une sensation étrange. On aurait dit que le président, c'était lui, et Sarkozy, le challenger. Donc c'était, je crois, très voulu. C'est une stratégie, et je crois qu'elle a été assez payante. Je vais vous dire, la fonction de président de la République, ce n'est pas une fonction normale. Et la situation que nous connaissons, ce n'est pas une situation normale. Votre normalité, elle n'est pas à l'auteur des enjeux. Si François Hollande a démontré quelque chose dans le débat, c'est qu'il n'était pas normal du tout. Qu'il était au contraire extrêmement offensif quand il le voulait, voire hégémonique quand il le peut. De toute façon, c'est pas normal du tout de vouloir être président de la République. Il faut être un peu barjot pour vouloir être président de la République. C'est-à-dire se dire je vais diriger la France. C'est quand même un truc. Merci à vous. Merci beaucoup.
Et à suivre dans un instant, l'interview politique du 22h. Notre invité ce soir, c'est le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Il nous a accordé un entretien dans la matinée avant de rejoindre à Toulouse, sur la place du Capitole, François Hollande. Interview à suivre donc, mais d'abord retour sur un phénomène qui est venu bousculer la donne hier soir, tandis que certains téléspectateurs regardaient simplement, tranquillement le débat. D'autres, de plus en plus nombreux, sur les réseaux sociaux, vérifiaient en temps réel les informations et les chiffres donnés par les deux candidats. Alors, qui a raison, qui a tort? C'est ce que l'on appelle le fact-checking. Tous les détails avec Thomas Raguet. J'ai fait le calcul. 300 €, Ce n'est pas exact. si c'est vrai. Et ce n'est pas une plaisanterie. Un débat millimétré et technique, rythmé de chiffres et d'informations assénées par les deux candidats devant des présentateurs quasi muets. Voilà pour la version télévisée. Sur la toile se jouait une toute autre partition. Chiffre par chiffre, citation après citation, les fact-checkers ont, comme leur nom l'indique, vérifié les dires des deux candidats. Exemple. Vous avez tenu des réunions pour la collecte de fonds à l'hôtel Bristol ou pas? Non. Quelques minutes plus tard, un journaliste web de France Télévisions ressort la photo qui témoigne. Mais parfois la tâche se complique. Quand par exemple un candidat explique qu'il faudrait 8000 éoliennes pour remplacer la puissance de la centrale de Fessenheim. On va aller chercher alors combien d'énergie produit la centrale de Fessenheim par an, combien produit une éolienne, on va faire le calcul et on aura la vérification. En l'occurrence, je crois que c'était plutôt de l'ordre de 2300 éoliennes plutôt que de 8000 là, sur cet exemple-là. En matière de fact-checking, le Véritomètre a fait fort hier. En se basant uniquement sur des chiffres officiels, ils ont passé au grill pas moins de 137 citations chiffrées, dont la plupart en temps réel. Quand on se rend compte, en consultant les chiffres du ministère de l'Environnement, que Nicolas Sarkozy se trompe sur les énergies renouvelables, c'est quand même un petit peu gênant. De la même manière pour François Hollande, quand on réalise que suivant les comptes du ministère de la fonction publique, il se trompe sur le nombre de suppressions de postes dans l'enseignement, on se dit, oui mais si demain il est élu président de la République, c'est avec ces chiffres-là qu'il va travailler. On ne veut pas non plus que les candidats soient des techniciens absolus, mais on aimerait que justement les débats se portent moins sur des arguments et sur des batailles de chiffres, paradoxalement, mais qu'on se mette tous d'accord sur les chiffres pour qu'on puisse vraiment parler de politique. Un décryptage inédit qui séduit. En une soirée, le Véritomètre a multiplié par 7 le nombre de ses abonnés Twitter. Des internautes désireux de démêler le vrai du faux. Un travail journalistique que la télévision ne s'est pas encore apporté en cours de débat. Ça risque de le ringardiser si la télévision, d'une façon ou d'une autre, n'intègre pas ce qui se passe notamment sur les réseaux et ces conversations. Très clairement, on l'a vu hier soir, il y avait le débat que les gens regardaient, mais la conversation, elle se faisait ailleurs. Si la télévision ne trouve pas le moyen de ramener cette conversation vers elle, elle risque de se décrocher, de se ringardiser, oui. Mais elle en sera capable avec la télé connectée. La télé connectée, avec laquelle les débatteurs pourront peut-être réagir aux corrections apportées en ligne. Une nouvelle ère pour le débat politique qui s'est longtemps tenu à l'écart des chiffres. Il est l'invité politique du 22h, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Est-ce qu'il vous a surpris, François Hollande, hier, lors du débat face à Nicolas Sarkozy? Surpris, non. Mais j'ai trouvé en François Hollande les qualités que je lui connais. Et ce débat hier, plutôt une confirmation pour moi. C'est-à-dire les qualités À la fois sa capacité à redonner confiance à l'avenir, à poser les grands sujets qui sont les siens, notamment la volonté de vouloir mettre l'idée de justice sociale tout simplement, au cœur des politiques que nous souhaitons mettre en place. Et puis il avait à incarner le changement, je crois qu'il a magnifiquement incarné. Je pense que pour lui c'est une bonne émission, un bon débat. Et à l'inverse, est-ce qu'il vous a surpris, Nicolas Sarkozy ? Vous savez, il faut se garder d'avoir des jugements manichéens. J'ai trouvé qu'il avait dans le fond de la peine dans ce débat. Et lorsque je le voyais s'accrocher au regard des journalistes, comme s'il cherchait une bouée de sauvetage dans certains des moments où il a été mis en difficulté, je me disais qu'il était bien prétentieux. Jean-Pierre Bel, vous, la gauche, vous l'attendiez matamor, agressif, presque méchant. Il ne l'a pas été. C'est une bonne chose. Il a été agressif parfois, il a eu des mots assez durs, et des mises en cause qui sont quelquefois un petit peu à la limite, mais
je ne veux pas ce soir porter un jugement qui serait un jugement considéré comme pas objectif. Non, il n'y avait pas le président de la République sortant. Il y avait quelqu'un... le président de la République entrant, peut-être, selon vous? Peut-être, mais pour Nicolas Sarkozy, il y avait quelqu'un qui essayait d'éviter son bilan, qui d'une certaine manière a voulu faire oublier qu'il avait été président, qui nous a presque expliqué qu'il était en formation depuis 5 ans et que dans quelques temps, c'est promis, il ferait mieux. Donc, je l'ai trouvé plutôt sur la défensive. Après ce débat, cette confrontation, ce moment fort de l'entre-deux-tours, est-ce que vous avez encore un doute sur l'issue du scrutin ce dimanche? Je n'ai pas forcément de doute ni de certitude, car je sais que rien n'est jamais acquis. Je crois que ce n'est pas gagné, c'est jusqu'à la dernière minute qu'il faudra être vigilant, être concentré. Donc, parce qu'à droite, on reproche à François Hollande d'être déjà assis dans le fauteuil de l'Élysée, c'est le cas? Il est normal qu'il explique ce qu'il fera lorsqu'il sera président de la République, si les Français lui font confiance. Mais vous savez, tout le monde connaît François Hollande. Il a suffisamment de sobriété et suffisamment de modestie pour pas tomber dans l'arrogance qu'on a connue depuis 5 ans. Lui, non, mais est-ce qu'il n'y a pas, Jean-Pierre Bel, dans son entourage, une forme d'assurance, en tous les cas? Une volonté de victoire. Mais vous savez, la victoire à la gauche, nous l'avons tellement entreaperçue à plusieurs reprises. Et nous avons été tellement déçus, je pense notamment au 21 avril 2002, 21 avril 2002, dès le premier tour, que nous sommes extrêmement prudents et nous savons que jusqu'au dernier moment, il faudra convaincre, continuer à convaincre. Et en tout cas, c'est l'objectif que nous fixons. Est-ce que ce débat est à la hauteur des exigences, des attentes des Français? Oui, je crois que c'est un bon débat. Je pense que les sujets ont été abordés. Est-ce que tous les problèmes quotidiens, les sujets que les Français ont à traiter, ont été véritablement examinés, débattus hier? Peut-être pas, mais je crois que pour l'essentiel, nous avons eu un bon débat sérieux et c'est de la responsabilité des deux. Qu'est-ce qui peut changer ce débat? Je ne crois pas vraiment à un débat qui changerait. Par contre, ce que l'on annonçait, c'est la nécessité pour le candidat sortant de renverser la table et de provoquer je ne sais quel électrochoc. Il avait même lui-même eu des mots disant qu'il avait presque explosé son adversaire, je crois reprendre ses propres termes. Ça ne s'est pas produit, loin de là. Donc de ce point de vue, je crois que François Hollande, qui a montré une sérénité et face à une forme de fébrilité, d'agitation tout de même, du candidat sortant, a réussi à montrer ce que pourrait être une nouvelle politique, une autre politique, et pour lui c'est une bonne chose. Vous dites que la campagne se poursuit jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Vous revenez justement des Antilles, vous avez porté la parole de François Hollande dans des territoires qui ont massivement voté pour lui. Pourquoi y être allé? Est-ce que vous avez peur d'une démobilisation, d'un manque d'enthousiasme? Non, pas du tout, mais c'était d'abord un engagement de François Hollande qui m'a demandé d'aller à l'outre-mer. Vous connaissez l'attachement du Sénat, en particulier pour l'outre-mer. Il y a eu bien sûr des scores tout à fait excellents pour François Hollande, une participation qui est toujours relativement faible également dans les départements et territoires d'outre-mer. Donc pas d'enthousiasme? Non, mais j'ai rencontré une ferveur que vous ne pouvez pas imaginer. Dans des départements où le chômage a augmenté depuis 5 ans de 40%, où plus d'un jeune sur 2 aujourd'hui est sans emploi ou sans même qualification. Ce besoin de croire en autre chose. Et surtout, ce que j'ai voulu leur dire, c'est que notre ambition, mon objectif, c'est de revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans là-bas, et de pouvoir regarder chacun d'entre eux dans les yeux. Parce que les engagements que nous avons pris, 30 engagements de François Hollande pour l'outre-mer, nous voulons absolument les tenir. C'est pour nous très symbolique l'outre-mer. Il y a une dimension, une valeur de solidarité, de justice qui existe dans ces pays-là, et c'est pourquoi François Hollande a souhaité que le président du Sénat puisse porter son message. Vous n'avez jamais caché que le Sénat est devenu, vous l'avez dit, d'ailleurs sur ce plateau, le laboratoire de la gauche et de François Hollande depuis son basculement historique. S'il y a une victoire le 6 mai, la majorité socialiste du Sénat votera donc religieusement tous les textes? L'expression ne me convient pas. Laboratoire, c'était nos amis de la majorité de droite d'hier qui l'avaient utilisé, mais j'ai dit je le reprends à mon compte, car en effet, nous avons d'une certaine manière préfiguré ce printemps 2012. Nous avons vécu un très bel automne, puisque Nicolas Sarkozy est le premier président de la Ve République à avoir perdu le Sénat. Et cet automne, il était porteur, annonciateur d'autre chose, certainement, et annonciateur de ce 6 mai,
qui, je l'espère, verra le changement, parce que vous savez, c'est pas pour nous que nous voulons un changement, c'est pour tous ceux qui en ont assez, pour ceux qui veulent tourner une page, pour ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire. Et cette histoire, elle est là, elle est toute proche, mais il faut savoir la saisir, c'est pour dimanche. Mais vous et d'autres, Jean-Pierre Bel, à gauche, vous avez si souvent dénoncé à l'époque sur ce plateau, et d'autres, les parlementaires de droite, Godillot avec le petit doigt sur la couture du pantalon. Quelle sera votre marge de manœuvre à vous au Sénat pour que ça ne devienne pas une chambre d'enregistrement? Oui, je reviens en effet sur cet aspect-là. Non, le Sénat restera le Sénat. De ce point de vue, ce que le Sénat de droite a su faire, et je le dis, lorsque la droite était aux responsabilités, le Sénat de gauche le fera de la même manière, c'est-à-dire à cette liberté de conscience, cette capacité à exprimer sur un certain nombre de sujets, notamment en direction des collectivités, mais pas seulement, sur les questions des libertés individuelles, des libertés publiques, une pensée propre. Je crois que le Sénat restera ce qu'il est et ne sera surtout pas... Si François Hollande opposition, bien sûr, donc non, puisque nous ne sommes pas ici un club de philatélistes. Nous appartenons à une majorité politique. Nous avons une cohérence. Et je crois que sur cela, on peut compter. Nous avons une majorité de gauche qui s'est exprimée. Mais nous sommes aussi capables de faire valoir notre différence si nécessaire. Mais vous savez, sur les grands sujets indiqués par François Hollande, nous avons déjà indiqué ici au Sénat que nous étions sur le même chemin, le chemin du changement. Vous avez dénoncé récemment un pouvoir sans limite de Nicolas Sarkozy. S'il est élu et si François Hollande gagne, il sera à l'Élysée, je suis désolée, je fais le compte, il y aura Matignon, le Sénat, l'Assemblée nationale, la plupart des régions et des départements. Où seront les contre-pouvoirs? Mais François Hollande a indiqué qu'il serait un président de la République qui serait respectueux du Parlement, du pouvoir du Parlement. Il ne sera pas chef de la majorité. Il ne considérera pas son Premier ministre comme un collaborateur. Il sera, je crois, ce que nous connaissons de lui dans son comportement. Quelqu'un d'à la fois accessible, mais aussi quelqu'un qui sait entendre. Donc, François Hollande en a bien parlé hier sur les pouvoirs de nomination qui sont des pouvoirs souvent exorbitants. Il reviendra là-dessus en particulier, puisqu'aujourd'hui nous sommes la journée de la liberté de la presse. Parlons-en. Il ne nommera pas les présidents de chaîne. Et je crois que cette relation avec les Français, cette relation avec ce que Nicolas Sarkozy appelait les corps intermédiaires, c'est-à-dire les élus, les syndicats, les associations, eh bien François Hollande, lui, à la différence de son prédécesseur, puisque je me place dans cette hypothèse, sera respectueux et nous aurons une France apaisée, équilibrée et j'espère nous en finirons. C'est important ce que vous dites, une France apaisée. François Hollande parle beaucoup de rassemblement tout en rappelant qu'il est hier soir un homme de gauche. Vous l'avez sans doute remarqué, au premier tour, il y a eu un bloc de voix à droite qui est important, conséquent. Comment l'homme de gauche va rassembler, réconcilier ces deux France? C'est toute la magie de nos institutions et peut-être de l'élection présidentielle qui est le grand moment de notre vie politique. C'est la rencontre entre un homme et un peuple. Et pour être président de la République, il faut avoir cette capacité à se hisser au-dessus, cette capacité à rassembler la personnalité de François Hollande. Le chemin qu'il a parcouru, la manière dont il s'est préparé sont tout à fait porteurs de cette idée que nous avons de voir une nouvelle France, une France du changement, incarnée par un nouveau président, le président François Hollande. Je suis de ce point de vue-là parfaitement S'il est rassuré. élu, récemment, Jean-Pierre Bel, vous avez souligné les qualités et les capacités de Jean-Marc Ayrault pour le poste de Premier ministre. Les partisans de Martine Aubry ne lâchent pas l'affaire pour autant. Ils font aussi campagne pour qu'elle accède à ce poste. Les deux ont, on le sait, des qualités importantes. Mais lequel s'entendrait mieux avec François Hollande pour former ce duo exécutif? Écoutez, je vais vous décevoir. Nous sommes totalement concentrés sur le 6 mai. J'étais interrogé sur Jean-Marc Ayrault, qui est un ami. J'ai répondu sur Jean-Marc. Vous pouvez m'interroger sur d'autres amis, d'autres responsables. Juste, il s'entend très bien avec M. Hollande. C'est important pour former un duo, Jean-Marc un couple exécutif. Jean-Marc Ayrault est très proche de François Hollande. Nous avons participé ensemble à des moments qui n'étaient pas exactement ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous étions plutôt isolés, c'est évident. Il a une expérience de maire d'une très grande ville. Il a présidé le groupe socialiste à l'Assemblée nationale pendant 10 ans. Tout cela lui donne des qualités. Mais d'autres encore ont des capacités. Mais il est celui peut-être qui s'entend le mieux avec François Hollande. On peut le souligner mieux que Martine Aubry. Ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Je crois que les choses vont très bien. Les socialistes sont aujourd'hui tous rassemblés, tout ce que vous avez cité, y compris Martine Aubry. Et cette campagne a aussi été marquée par ça, par ce rassemblement des grands leaders du Parti socialiste et de la gauche qui
a permis, je crois, le résultat du premier tour et qui, je l'espère, va avoir cette confirmation dans cette magnifique soirée du 6 mai. Pour parler de Jean-Marc Ayrault ou d'autres, de conseils, est-ce que c'est plus facile pour vous d'en parler à François Hollande? Est-ce que vous êtes plus écouté que d'autres parce que vous ne demandez rien? Vous êtes le deuxième personnage de l'État. Pas de ministère, pas de Marocain. Oui, c'est possible. Vous savez, avez plus de liberté que les autres? Je connais un petit peu la vie politique, je connais un certain nombre de phénomènes qui existent, le cercle des courtisans, mais tout ça, ça fait partie de la nature humaine. J'ai une relation directe, personnelle, amicale avec François Hollande, et puis, bien entendu, en tant que président du Sénat, j'occupe une fonction qui est une fonction de grande importance, pour laquelle je mets tout ce que j'ai en moi et que je souhaite continuer. Donc de ce point de vue-là, je ne suis demandeur de rien. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir être tout près de notre candidat, de notre futur président, y compris de lui donner mon avis sur la suite. Et depuis longtemps, François Hollande, vous connaissez l'homme, le politique, avant que les sondages ne s'envolent, avant que les courtisans ne courtisent, avant que les Français aussi ne le découvrent comme hier. Qu'est-ce qui vous a fait croire en lui, en son destin, peut-être, le 6 mai? D'ailleurs, d'abord, je pense que c'est bien pour un homme politique d'avoir des moments un petit peu difficiles où on se sent plutôt seul emporté par la masse. Mais François Hollande m'a toujours frappé par sa vivacité d'esprit, par sa capacité d'anticipation sur le temps, sur les analyses qu'il y a à faire. Je ne vous parle pas du François Hollande d'aujourd'hui. Il y a quelques années, c'est le même? Toujours. Moi, j'ai toujours pensé que c'était le meilleur candidat pour l'élection présidentielle. Qu'il était presque fait pour cela. Parce que moi, j'aime les gens gentils, accessibles. C'est pas forcément la première qualité demandée à un président de la République, mais c'est aussi très important, cette espèce d'humanité et en même temps cette rigueur, cette exigence, cette connaissance des dossiers. Vous avez vu dans le débat hier face au président sortant, quel éloge. Il ne s'en est pas laissé compter. Donc nous avons là quelqu'un qui correspond, je crois, à ce que les Français attendent. À l'inverse, c'est ma dernière question. François Hollande vous connaît aussi bien depuis longtemps, avant que vous ne deveniez le deuxième personnage de l'État, avant que la lumière ne soit braquée sur vous. Qu'est-ce qui lui a fait croire en vous, en votre destin? Je ne veux pas être présomptueux ni prétentieux. Je crois que si nous nous apprécions de cette manière-là, c'est que nous avons bien sûr des valeurs communes et peut-être une personnalité qui n'est pas si éloignée. Merci beaucoup Jean-Pierre Bel d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré en fin de matinée, le 22h, la suite avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé, concocté par Cécile Sixou. La campagne de Nicolas Sarkozy financée par Mouammar Kadhafi en 2007. Après Mediapart, l'ex-premier ministre libyen emprisonné en Tunisie confirme l'information par la voix de ses avocats. Monsieur al-Baghdadi al-Mahmoudi atteste que Mouammar Kadhafi, son régime ainsi que ses responsables ont financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Au total, 50 millions d'euros auraient été versés. Ce soir, Nicolas Sarkozy qualifie d'infamie ces accusations. Chen Guongshen a changé d'avis. Après avoir obtenu des garanties de la Chine sur sa sécurité et accepté de quitter l'ambassade américaine de Pékin, le dissident se ravise et demande aujourd'hui l'asile politique aux États-Unis. Moins de 24 heures après avoir quitté l'ambassade, il a réalisé que sa sécurité et celle de ses proches étaient menacées. Alors je crois qu'il a opté pour quitter le pays si c'est possible. En pleine visite d'Hillary Clinton en Chine, la demande de l'avocat aveugle complique les relations sino-américaines, d'autant plus qu'il souhaite rentrer avec l'avion de la secrétaire d'État. 10 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende, c'est la peine écopée par Thierry Gaubert, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Il est condamné pour abus de confiance et abus de biens sociaux dans une affaire de détournement de fonds issus du 1% logement. L'ancien conseiller du président est également visé par d'autres affaires. Il est toujours soupçonné de recel d'abus de biens sociaux et subordination de témoins dans le volet financier de l'affaire Karachi.
C'est une décision qui risque de bouleverser les règles d'application des plans sociaux dans les entreprises. En reconnaissant qu'un plan social peut être appliqué dans une société prospère, la Cour de cassation imprime une nouvelle jurisprudence. Avait annulé le plan social de cette entreprise de logiciels, considérant que la situation économique ne justifiait pas un licenciement. Et on accueille à présent notre chroniqueur, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Nous allons parler de cette décision qu'on vient de voir dans le tour de l'info, qui était très attendue, celle de la Cour de cassation qui reconnaît, c'est bien cela, qu'un plan social peut être appliqué dans une société prospère. Est-ce que c'est une première, Jean-Louis? La première, il faut d'abord dire ce que c'est que cette entreprise, c'est Vivéo. C'est une entreprise éditeur de logiciels qui avait un plan social portant sur 64 salariés. Et effectivement, elle vient de dire, la Cour de cassation, qu'on peut appliquer un plan social même dans une entreprise prospère. En fait, la Cour d'appel de Paris avait annulé ce plan social au prétexte justement qu'il n'était pas motivé. Et effectivement, c'est la règle. Quand on fait un plan social, quand on dit à des gens de partir, il faut qu'il y ait un motif, il faut qu'il y ait une cause réelle et sérieuse. Alors la Cour de cassation a dit non, non, on annule cela. Pourquoi? Elle dit, en fait, c'est pas à la juridiction civile de statuer là-dessus, c'est au prud'homme. Et ensuite, ce n'est qu'en fin de parcours qu'on juge si les conditions, les motivations ne sont pas fondées, et à partir de là, quand elles ne le sont pas, les salariés licenciés reçoivent des indemnités. Alors c'est très important parce que le MEDEF attendait avec impatience cette décision, parce que d'abord la décision de la Cour du tribunal d'appel de Paris avait motivé d'autres plans sociaux qui avaient également été annulés sous prétexte de cette décision judiciaire. Et le MEDEF se disait, mais attendez, vous êtes en train de faire rentrer une autorisation juridique de licenciement. Vous savez que Jacques Chirac avait annulé l'autorisation préfectorale de licenciement, et là, il était entré par un biais une autorisation juridique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les salariés pouvaient dire, attendez, je suis licencié, je vais au tribunal, j'annule, et donc ça ligotait la liberté de gestion des entreprises. Et la Cour de cassation rappelle donc que non, les entreprises sont libres d'avoir des décisions de ce genre, et au bout de course, si ce n'est pas motivé, et les salariés seront indemnisés. Alors Jean-Louis, on prédit une série de plans sociaux après la campagne, après la présidentielle. Est-ce que cet arrêt, il peut faire jurisprudence? Alors justement, c'est très intéressant cette histoire, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, il y a 163 plans sociaux qui sont programmés. Et M. Chirac a dit la semaine dernière qu'il y en avait en vérité beaucoup plus, mais que les entreprises les avaient mis sous le coude pour ne pas interférer dans la campagne électorale. Il se trouve qu'à l'occasion de cette affaire Vivéo, François Hollande avait pris position. Il avait écrit au syndicat que s'il était élu président de la République, le comité d'entreprise pourrait faire appel en référé devant un plan social, c'est-à-dire faire appel à la justice, et que les entreprises florissantes, justement, ne pourraient pas procéder à ce genre de licenciement. Donc on est devant une décision de la Cour de cassation qui est tout à fait contraire avec la proposition de François Hollande en matière de licenciement. C'est-à-dire que François Hollande introduit une autorisation juridique de licenciement. Il a dit que Vivéo, justement, faisait des bénéfices, était florissant, et donc, dans ces conditions, le licenciement n'était pas normal. Et alors, on va rédiger une loi. Alors là, ça va se compliquer, parce que qu'est-ce que c'est qu'une entreprise florissante? Une entreprise, dit-il, qui n'a pas de problème de compétitivité. Mais comment savoir qu'une entreprise n'a pas de compétitivité? On rentre dans quelque chose d'assez compliqué. Jean-Louis, vous l'avez dit, François Hollande a prévenu sur cette résurgence des plans sociaux. Vous avez dit le chiffre de 163. On sait précisément qu'il y aura 163 plans sociaux à la rentrée, ou là, après la présidentielle. C'est une certitude, malheureusement. Ils sont déposés, mais ce que l'on sait aussi, c'est que la conjoncture est mauvaise. Les derniers chiffres du chômage ne sont pas bons. On sait que 40% des PME n'ont plus de trésorerie. La situation est donc... On sait aussi que Air France, Peugeot, ArcelorMittal,